Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Éventuellement, je vais changer mon introduction, là, mais je trouve que ça part bien. Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice et historienne, Evelyne Ferron. Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on a un sujet qui nous a été demandé par un auditeur et j'ai aucune idée. C'est quoi. Je suis même pas sûre que je suis capable de le dire comme faux. Gilgamesh. Oui, Gilgamesh. C'est ça? J'accepte, oui. Gilgamesh. Accepté. Pfiou, je peux Accepté. rester au balado. Voilà! Alors, Gilgamesh, pour vrai, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui nous attend. J'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Donc, je te cède tout de suite la parole pour que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, on a un sujet où, oui, c'est très précis ce qui nous a été demandé. Je suis très honnête. Rares sont les balados qui vont consacrer du temps à Gilgamesh. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le personnage mythique, parce qu'on entre dans le mythe encore. Donc, on a parlé de la papesse Jeanne dans un autre épisode où histoire, réalité, c'était un petit peu plus difficile de voir, bon, la vraie histoire, elle est où là-dedans? On touche un petit peu à ça aujourd'hui, mais autrement. Mais c'est le thème, en fait, autour de ça qui est super intéressant, qui est le thème de l'immortalité, de la quête de l'immortalité, avec lequel on va pouvoir aller broder plus large ailleurs et tout ça pour s'amuser un petit peu si on le veut. Donc là, si on parle de l'épopée de Gilgamesh, il faut qu'on remonte au début de l'écriture, aux plus anciens textes qu'on possède écrits, et on s'en va au Proche-Orient. Figure-toi donc, on s'en va en Mésopotamie. C'est où la Mésopotamie physiquement? Selon les civilisations, le territoire peut varier un peu, mais pensez vraiment Irak, Iran, parfois on peut étirer jusqu'à l'Anatolie, Turquie, pour le berceau d'origine, mais c'est sûr que selon les civilisations qui vont habiter ce territoire-là, des fois, ça va descendre un peu vers le couloir syro-palestinien aussi. Mais quand on parle de la Mésopotamie, on parle du berceau des premières civilisations. Alors, c'est là qu'on a les plus vieux villages datés, pour aider les gens à se placer un petit peu. Donc, là où il y a eu les premières traces de sédentarisation, les premières traces de pratique aussi de l'agriculture, mais surtout d'organisation en village et éventuellement en ville. En quelle année? 10 000 avant notre ère, on peut commencer à parler des plus anciens villages, s'en allant vers les premières villes aussi. Donc, on va parler d'un village qui s'appelle Jéricho. Le nom n'est pas lié du tout au site biblique. Ben, enfin, à l'origine peut-être, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le bon secteur, je vous le dis tout de suite, où on avait des premières habitations regroupées, donc des gens qui ont décidé de vivre en communauté, de se sédentariser, d'habiter là de manière permanente pour produire leur nourriture, donc cultiver. On est vers, c'est ça, 10 000 avant notre ère. Et après ça, ben, tu vas avoir aussi ce qu'on appelle le site de Çatalhöyük, qui est situé en Turquie, où tu vas avoir des premiers villages, mais où on va avoir les premières traces d'urbanisme, où là, on va se dire, ben là, faire des grosses rondes collées les unes sur les autres, c'est peut-être pas pratique. On pourrait peut-être séparer les habitations par une rue pour pouvoir transporter du matériel, se protéger du soleil, aussi créer de l'ombre à certains endroits, tu sais, ce genre de choses. Donc, quand on parle de la Mésopotamie, on parle donc des toutes premières civilisations, juste un peu avant l'Égypte. L'Égypte va suivre de pas très loin. Donc, l'Égypte et la Mésopotamie, on parle souvent du fameux croissant fertile où on est passé effectivement de nomades à sédentaires et de chasseurs-cueilleurs à producteurs de sa nourriture. Donc, c'est le début du néolithique. OK, jusqu'à date, tout le monde va bien? Tout le monde comprend tout ce qui se passe? Tout le monde me suit, ça va? En Mésopotamie, ben là, vous allez avoir les plus anciennes civilisations. Donc, ça veut dire que la culture d'un secteur de Mésopotamie va devenir tellement importante qu'elle va se répandre sur un grand territoire pendant une bonne période de temps. Donc, on va avoir la civilisation d'Uruk, qui est la première qu'on connaît, qui a un lien donc avec notre ami Gilgamesh. Et ensuite, ben, ce sont les Sumériens. Les Sumériens qui vont commencer leur histoire à peu près vers 3100 avant notre ère en Mésopotamie, qui vont conquérir pas mal tout le territoire entre les deux fleuves, parce que Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves, Mésopotamos en grec. Et les deux fleuves, c'est le Tigre et l'Euphrate. Entre ces deux fleuves-là, ben, c'est là vraiment que les Sumériens vont développer un système de cités-États. Donc, ce sont des villes avec chacune un roi ou un chef, tout dépend de la taille, à sa tête, une divinité souvent principale associée à tout ça. Et nos Sumériens nous font un cadeau
il développe l'écriture. Mais l'écriture comme nous, on connaît avec des lettres et tout, ou c'est écrit avec des symboles? Non, pas avec des lettres. En fait, c'est ce qu'on appelle une écriture cunéiforme, mais c'est phonétique et syllabique comme un système alphabétique. Je te précise, les Sumériens, leur évolution vers l'écriture, je dirais, au son est quand même un peu plus longue qu'en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'au début, ben, pour faire des échanges commerciaux entre les cités, ils vont développer ce qu'on appelle des calculis. Ça veut dire que si, mettons, je veux échanger une bonne quantité de blé, plusieurs ballots de blé, puis j'envoie peut-être des moutons parce que j'aimerais ça avoir du bitume pour pouvoir imperméabiliser une toiture, mettons, quelque chose comme ça. Ben là, ce que je vais faire, c'est que pour le blé, je vais faire des boules avec de l'argile, comme tu ferais avec de la plasticine, littéralement. Je vais faire des boules. Fait que j'ai 3 ballots de blé, je vais faire 3 boules. J'ai 6 moutons, ben les moutons, je vais faire des colombins pour représenter les moutons, ben je vais faire 6 colombins. Et j'enferme ça dans une boule d'argile que je fais sécher, un peu comme les boules pour les enfants avec les formes géométriques, là. C'est ça, mais fermé. Et donc, quand la personne arrive à destination avec la commande, donc le blé et les moutons, ben la personne qui reçoit la commande brise la boule et calcule si elle a la même quantité, elle reçoit la même quantité que ce qui était parti au départ. Donc, il y a des moutons qui sont morts en chemin, il y a le gars qui a fait le transport, as-tu volé quelque chose en cours de route? Donc, c'est un peu la base de l'écriture, c'est un procédé mnémotechnique, donc garder en mémoire quelque chose. Et après ça, ils vont faire ce qu'on appelle des pictogrammes, donc un dessin pour donner le sens de quelque chose. Si je dessine de l'eau, ça veut dire de l'eau. Un poisson, c'est un poisson. Tu sais. C'est très simple encore, on ne peut pas représenter la pensée complexe encore. Et ensuite, on va aller vers des idéogrammes. Des idéogrammes, ça c'est propre à beaucoup de civilisations qui ont développé l'écriture dans l'histoire. C'est qu'on va juxtaposer des symboles ou des pictogrammes, mais la juxtaposition évoque une idée. Donc, si je mets côte à côte un dessin d'eau, qui veut dire de l'eau, un poisson et une canne à pêche, jumelés ensemble, je mets l'idée de... Je vais pêcher. Voilà, la pêche. Yes! C'est ça! Fait que là, tu as un idéogramme, ça veut dire que la juxtaposition des symboles évoque une idée. Dans le système hiéroglyphique, il y a encore les Égyptiens avaient un mélange, en fait, où ils ont gardé des idéogrammes dans leur système. Mais après... Quand tu veux exprimer la pensée complexe, que tu veux écrire des romans, comme l'épopée de Gilgamesh et tout ça, ben, ça te prend une écriture qui fonctionne avec les sons. Donc, une écriture qui est phonétique et syllabique, qui représente les sons de la langue et les syllabes. Et c'est comme ça que les Sumériens développent le cunéiforme. Cunéiforme, bon, cuneus en latin, un coin, un clou. C'est qu'ils vont utiliser du roseau coupé en biseau, qu'on appelle un calame. Et dans une tablette d'argile, ben, ils vont imprimer soit des lignes, des coins. Des fois, ils vont prendre le bourron du roseau pour faire des cercles aussi. Et les symboles qu'ils vont faire avec ça vont représenter des sons de la langue. Alors là, on est capable vraiment d'exprimer la langue au complet et sa complexité. Alors, c'est lié à ça, l'épopée de Gilgamesh, parce que c'est sur des tablettes cunéiformes de la fin de l'époque sumérienne qu'on va commencer à avoir les premières traces de ce mythe-là. On suspecte qu'il est plus ancien que ça s'était transmis probablement à l'oral, comme tant de légendes. Pensez à la guerre de Troie, à l'Iliade, à l'Odyssée. Au départ, c'était transmis à l'oral. C'est un peu la même chose. Mais grâce aux Sumériens, grâce à l'écriture sumérienne, on commence à avoir une idée de ce qu'est ce mythe de l'épopée de Gilgamesh. Et ce qui est intéressant, c'est que les civilisations qui vont suivre en Mésopotamie, là, vous pouvez penser aux Babyloniens, vous pouvez penser aux Assyriens qui ont été vraiment une civilisation guerrière. Ils vont tous avoir une écriture cunéiforme, mais vous pouvez pas, si vous êtes capable de lire le sumérien, vous pouvez pas lire l'assyrien parce que les symboles ne sont plus liés à la même langue. Donc, beaucoup de civilisations, en fait, de la Mésopotamie ont utilisé un système cunéiforme, mais ça va pour chaque langue. Ben, c'est un peu comme nous en ce moment. Tu sais, nous, on a notre alphabet, mais en Chine, il y a un autre alphabet. En russe, il y a un autre alphabet. Fait que c'est un peu le même principe. Sauf que c'est sûr que c'est plus limité parce que tu utilises un calame. Je te dirais que c'est moins complexe que nous du point de vue des lettres et tout ça. Mais oui, on va dans le même système. Gilgamesh, c'est qui? Parce que tu parles d'un mythe depuis le début, donc on n'est pas sûr qu'il a existé. On n'est pas sûr, mais il fait partie des plus anciens écrits de l'humanité. C'est ça que je voulais. Pourquoi on va parler de l'écriture? C'est que c'est un peu ça. Quand on vient on arrive enfin avec une écriture complexe, on peut raconter des histoires. Et c'est comme ça que Gilgamesh arrive dans tout ça. C'est un poème épique, donc on est vraiment un peu comme dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Donc un poème, il y a un certain rythme en fait dans la lecture qui devait aider à la mémorisation
mémorisation, ce qui laisse encore penser que ça a été transmis à l'oral avant d'être porté à l'écrit quand l'écriture a permis ça. Ça remonte les plus anciennes tablettes qu'on a remontent à peu près à 2100 avant notre ère, mais on suspecte qu'il devait y en avoir des plus anciennes que ça qu'on n'a pas, qui n'ont pas survécu, parce qu'il faut dire que les tablettes d'argile, si c'est juste de l'argile séchée, ben c'est sûr que la durée de vie est moins grande, ça se brise facilement. Quand on a des tablettes qui survivent jusqu'à nous, c'est souvent parce qu'il y a un bâtiment qui a été incendié et l'argile a cuit. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a une plus grande... Ça devient beaucoup plus dur et c'est ce qui fait que ça survit autant. Donc, on en a perdu plein des tablettes. Mais c'est un miracle qu'il y ait ces tablettes-là qui se soient rendues jusqu'ici, là. Il y a plein de belles collections un petit peu partout, là. Je veux dire, même l'Université McGill en a, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui, pour aider à déchiffrer aussi certaines langues qui sont moins bien comprises, vont en avoir pour pouvoir les traduire. Dans plein de musées, il y a des super belles collections de ces tablettes-là. Et donc, un des premiers textes qu'on semble avoir écrit, c'est l'épopée de Gilgamesh. Donc, à peu près en 2100, et là, je vais te perdre un peu, c'est que ça a été rédigé en akkadien, parce que le royaume d'Akkad est celui qui a mis fin aux cités-États sumériennes, et la langue akkadienne, pour une raison un peu... pas si bien comprise, même à l'époque des Babyloniens, on va continuer beaucoup à écrire en akkadien. Comme l'anglais a tendance, je te dirais, à perdurer dans les échanges commerciaux internationaux et tout ça, c'est comme devenu la langue internationale. C'est comme si l'akkadien, après les cités-États sumériennes, était resté en Mésopotamie comme une espèce de langue que tout le monde comprenait. Donc, on avait tendance à beaucoup écrire dans cette langue-là parce qu'on rejoignait peut-être un plus grand public. Est-ce que tu peux nous faire un exemple d'une phrase en akkadien, s'il te plaît? Non. Je n'ai pas de spécialité en langue akkadienne, compte sur moi. Et quand je dis akkadien, c'est A-K-K-A-D-I-E-N. On ne parle pas des Acadiens du Canada. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'est le coup, comme, hein? Ouais, des Acadiens? Ouais, on parle du royaume d'Akkad, A-K-K-A-D. Donc, les plus anciennes tablettes qu'on a trouvées ont été trouvées dans les vestiges incendiés d'une bibliothèque akkadienne pour les plus vieux textes. Mais là où on a une meilleure idée de toute l'épopée, ça va aller beaucoup plus tard, c'est au 7e siècle avant notre ère, les palais du roi assyrien Assurbanipal qui ont été incendiés. Les Assyriens vont avoir la plupart de leurs palais principaux, de leur capitale, incendiés par les Babyloniens. C'est comme ça que ça a préservé des bibliothèques quand même assez impressionnantes et c'est là qu'on a peut-être le texte le plus complet, je te dirais, de cette épopée. Et pourquoi l'épopée de Gilgamesh est restée célèbre? C'est que dans cette épopée-là, on mentionne le déluge. Alors, c'est un des rares textes qui fait un écho à un texte biblique aussi. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, pour t'aider maintenant, la légende. Allons-y. Nous mentionne que Gilgamesh aurait été un demi-dieu. C'est pour ça que je te dis déjà, on est dans le mythe, là. Est-ce qu'il y a eu un roi qui s'est appelé Gilgamesh qui l'a inspiré? Ça fait partie des théories, mais on n'a vraiment pas moyen de prouver quelque chose comme ça. Donc, ça aurait été un demi-dieu et qui aurait été roi de la cité d'Uruk. Uruk, ça a été la plus ancienne civilisation de Mésopotamie, mais il y a donc une ville aussi qui a porté ce nom-là. Il aurait peut-être existé à l'époque de la première civilisation organisée de Mésopotamie. On pourrait penser à quelque chose comme ça. Et c'était un roi méchant, tyrannique. Il imposait sa volonté. Et les dieux ont dit « Hey, mon homme, on t'a envoyé pour gérer les hommes. Tu devrais peut-être te calmer. Tu es un petit peu trop intransigeant envers les pauvres êtres humains que tu diriges. » Et c'est pour ça qu'on va lui envoyer un ami pour l'humaniser. Alors, la première étape du poème épique, c'est que Gilgamesh est un peu tyrannique et on va lui envoyer un ami, c'est les dieux qui l'envoient, pour l'aider à comprendre les relations humaines. Et donc, évidemment, il est un peu son opposé. C'est quelqu'un de très calme, de très doux. Il s'appelle Enkidu. Est-ce que c'est comme dans les films de Disney? Il me semble qu'à chaque fois dans les films de Disney, quand un demi-dieu ou quand quelqu'un a un ami, c'est tout le temps comme un petit dragon, un petit animal sympathique. Il est cute, oui, c'est ça! Mais est-ce que c'était un humain, son ami, ou c'était comme un petit animal cute? Oui, c'est un humain. Non, c'est pas un animal cute. C'est un humain envoyé par les dieux, mais si on avait voulu le représenter par un animal cute, j'imagine j'aurais mis un petit agneau pour le côté très doux de cet ami. Et ils vont développer vraiment une très, très grande amitié et il va mourir, Enkidu. Et c'est là que commence vraiment le côté épique de Gilgamesh qui va quitter Uruk et qui va partir à la quête du remède contre la mort. Il est à la recherche de l'immortalité.
l'immortalité. Parce qu'il ne digère pas, en fait, que l'amitié avec Enkidu se termine par la mort de son ami. Et c'est là vraiment qu'on entre plus dans le côté épique, où c'est une quête qui est ponctuée de toutes sortes d'aventures selon les tablettes qu'on a. Tout dépendant des tablettes qu'on trouve, dépendant des époques, on n'a pas toujours exactement les mêmes versions d'ailleurs. Il y a des fois des petits ajouts qui se font. Et il part au bout du monde connu. À l'époque, c'est sûr que le monde connu n'était pas très loin, il faut que je te le dise. Mais il trouve pas le secret de l'immortalité. Et lui, il est capable de communiquer avec les dieux parce qu'il est un demi-dieu lui-même. Et les dieux vont lui dire, écoute, on t'a mis sur Terre pour que tu gères les êtres humains. Il faut que tu comprennes que la mort fait partie de la nature, même c'est la réalité humaine. Si tu observes la nature autour de toi, éventuellement les arbres, éventuellement plein d'éléments naturels meurent de leur belle mort, puis il y a d'autres choses qui naissent après. C'est le cycle de la vie. C'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer, en fait, à Gilgamesh. Il n'est pas content, et donc, dans cette espèce de quête vers le bout du monde, c'est sûr qu'il va essayer de trouver, on pourrait parler d'un élixir. C'est souvent ça l'idée, hein? Il doit avoir un médicament qui va nous permettre de vivre très, très vieux. Il y a des tablettes sumériennes, il y a une liste royale sumérienne qui le mentionne. Donc, on se dit, est-ce qu'il a vraiment existé comme roi? Il est devenu mythique. Et si la liste est bonne, il aurait vécu jusqu'à 126 ans. Ce qui, quand tu remontes aux années 3000 avant notre ère à peu près, était assez impossible. Merci! Ouais, il aurait vécu 126 ans. Donc, aurait-il trouvé le secret de l'immortalité? Est-ce que, tout dépend des variantes qu'on a et des interprétations de ce texte-là. Il y a aussi cette idée que les dieux lui ont permis de vivre un peu plus longtemps parce que, il s'est comme amendé aussi de ce qu'il a fait de mal au début et sa quête, lui a permis de comprendre l'humanité. Qu'est-ce qu'être humain? C'est éventuellement accepter qu'on meurt. Tu sais, on a un temps limite, finalement. Autant en profiter. Donc, c'est pour ça que l'épopée de Gilgamesh est célèbre, mais elle est célèbre aussi parce que dans sa quête, on va faire mention du fait qu'à un moment donné, les eaux ont monté vraiment, vraiment, vraiment haut, au point où ça va recouvrir des montagnes dont on va ne voir que le sommet. Et comme on parle quand même de ce mythe d'un déluge qui a couvert quand même une bonne partie de ce qu'on appelle le Proche-Orient, il faut dire que le Proche-Orient, c'est pas juste la Mésopotamie, c'est le couloir syro-palestinien. Donc, les textes hébraïques, l'Ancien Testament qui mentionne le déluge, Noé et tout ça, c'est sûr que là, il y a des parallèles à faire dans ce cas-là. C'est sûr que j'ai pas les données scientifiques à vous donner parce que c'est quand même très précis aussi, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, entre autres en géologie, en climatologie, pour vérifier est-ce qu'on a eu, en fait, des changements climatiques ou des pluies torrentielles à un niveau où l'eau aurait pu monter aussi haut. Mais ils sont capables d'aller chercher ça, même si ça fait 10 000 ans? Oui, parce que tu as des traces géologiques de tous les phénomènes, je te dirais, qui laisse des traces. Puis je veux dire, un déluge de cette ampleur-là, c'est sûr que ça va laisser des traces sur la roche, sur plein de choses. Donc, souvent, les géologues, en fait, sont capables de savoir s'il y a un tsunami quelque part, par les strates, en fait, géologiques. Souvent, les marques dans la roche, c'est là où on va être capable de le faire le plus possible. Où on pense qu'effectivement, il semble y avoir eu un événement climatique où les températures avaient monté beaucoup, puis il s'était mis à pleuvoir beaucoup, et ça a pu faire monter quand même le niveau des eaux dans le secteur du Proche-Orient, peut-être pas autant que dans les mythes, mais ça a dû marquer assez l'imaginaire pour mythifier cet épisode-là. Mais il y a vraiment beaucoup de théories là, sur tout ça. Puis quand on entre dans le déluge, c'est que là, on entre dans la croyance aussi un petit peu religieuse, c'est que je fais très attention, j'ai pas envie de trop m'empiétrer, je te dirais, là-dedans. Mais ça reste que ce sont les deux facteurs qui expliquent que les gens souvent s'intéressent à l'épopée de Gilgamesh. C'est cette quête de l'immortalité d'une part, parce que c'est un poème aussi, donc c'est décrit de belle façon, c'est émouvant aussi quand tu le lis, et d'autre part, c'est qu'on a un texte qui corrobore un texte biblique, ce qui arrive pas souvent, sur un épisode qui marque un peu l'imaginaire, Noé, l'arche, le déluge, une destruction d'une partie du monde par une montée des eaux. C'est sûr que ça vient rendre Gilgamesh terriblement célèbre. Donc, il entre dans l'histoire de l'immortalité. Mais tu parlais qu'on peut le lire. Est-ce qu'il y a un livre? Comment il s'appelle, son poème?
Épopée de Gilgamesh. On peut le trouver à la librairie, là. Ça peut s'acheter dans des petites collections, ça peut se lire en ligne. Il y a plusieurs traductions. C'est parce que le problème, c'est que on ne sait pas si on a le texte complet. Comme je te dis, à chaque tablette, à chaque découverte archéologique qu'on fait, des fois, il y a des petites variantes dans ce mythe-là aussi, parce que ça a été écrit, mais il y a tellement de gens qui en ont écrit des variantes que quand c'est un mythe, tout le monde change quelque chose ou ajoute un chapitre, etc. Donc, ça se peut que vous compariez des éditions de ce qui est comme un résumé de l'épopée de Gilgamesh. Vous n'ayez pas exactement la même version anglais, français, selon quand ça a été publié, qu'est-ce qu'on avait comme données aussi. Mais il y a plusieurs versions là, qui peuvent se lire en ligne de ce poème-là, mais qui n'est peut-être pas complet à 100%. On se doute en fait qu'on n'a pas tous les chapitres encore entre nous. Est-ce qu'ils continuent d'en trouver des tablettes avec des détails ou ça fait vraiment longtemps qu'ils en ont pu trouver? Ils continuent, mais souvent, en fait, c'est pas tant qu'ils les trouvent sur des sites archéologiques. C'est qu'il faut comprendre que quand on va trouver, mettons, comme la bibliothèque d'Assurbanipal, des Assyriens, la quantité de tablettes est importante, mais je veux dire, les chercheurs, le temps de préserver ça, d'en prendre une, d'arriver à la déchiffrer, à la lire, à l'interpréter, c'est des années et des années. Ce qui fait qu'il y a encore plein de tablettes de cette bibliothèque-là et de d'autres bibliothèques assyriennes ou même sumériennes qui n'ont pas encore été traduites. Fait que je te dirais que c'est pas tant du point de vue de la découverte archéologique, c'est quand il y a un spécialiste dans un musée qui dit bon, ben aujourd'hui, là, pour peut-être les 2 prochaines années, je travaille sur la tablette B52. Et tiens donc, mention de Gilgamesh ou mention du déluge. Et c'est comme ça que on arrive avec des nouvelles variantes, souvent du mythe ou des nouvelles interprétations. C'est vraiment incroyable, là! Non, mais c'est énorme comme travail! Oh oui, tu sais, je veux dire, tu sais, si t'es asocial puis que t'as le goût de travailler toute ta vie dans un sous-sol de musée avec une petite lampe, là, puis une loupe. Il y a de la job pour toi, là. Envoyez vos CV. Spécialise-toi en langue assyrienne, on en a besoin. C'est sûr que tu vas avoir une job. Bonne chance pour être spécialiste de la langue assyrienne. Par contre, c'est tout un travail. Et oui, il y a des gens qui font ça. En fait, un qui travaille beaucoup sur les tablettes sumériennes, entre autres, du côté du British Museum, puis qui, entre autres, s'est intéressé à l'Arche de Noé, ce qu'on disait sur le déluge du point de vue des Sumériens. Il s'appelle Irving Finkel, donc si jamais ça vous intéresse, il a quand même publié beaucoup d'articles. Il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été faites sur lui aussi. Pour le fait qu'il y avait peut-être une idée que si l'Arche de Noé avait existé, elle aurait ressemblé à peu près à ça, ce qu'une tablette sumérienne qui parle d'un bateau pour justement transporter des animaux. On se dit, on est peut-être à l'époque du déluge. C'est souvent comme ça, là, c'est des casse-têtes qui sont un peu compliqués à résoudre, mais qui, au fil des années, ben, un chercheur déchiffre une tablette, là, il y a une information de plus qui s'ajoute. Puis, tu sais, c'est comme ça que ça évolue. Mais là, on parlait de Gilgamesh et sa quête d'immortalité, puis je sais que c'est un sujet que tu avais le goût d'aborder aussi. Evelyne, parlons du remède de l'immortalité. C'est une quête qui est un peu vieille comme le monde. C'est ça qui est intéressant quand tu regardes ça du point de vue historique, mais tu te rends compte qu'on est en 2021, puis que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit notre peur de la vieillesse, on est encore dans cette espèce d'illusion qu'on est permanent, qu'on ne mourra jamais, qu'on vieillira jamais, qu'on ressemblera jamais à notre mère ou notre grand-mère, puis que non, c'est pas vrai que la peau de notre cou va commencer à flétrir, puis c'est pas vrai qu'on va avoir des rides à tel endroit. Tu sais, on a cette espèce de conviction, en fait, qu'on est figé dans le temps, et quand t'approches la quarantaine, la vie te rappelle que tu n'es pas figé dans la jeunesse, et là, ben, faut que tu l'acceptes. Et un peu comme dans l'Antiquité, encore aujourd'hui, ben, il y a toutes sortes de personnes qui sont là pour te dire, ben, si tu essayes telle crème, si tu te fais injecter telle affaire, ben, tu sais, tu vas passer outre le vieillissement, mais le corps vieillit quand même. Tu sais, même si tu essaies de figer les traits du visage dans la jeunesse éternelle, ton body va finir par te lâcher d'une façon ou d'une autre. Le thème de Gilgamesh, à mes yeux, il est universel en ce sens-là, parce qu'on cherche quand même encore aujourd'hui, s'il y a un tabou, c'est bien ça. Vieillir, est-ce qui vient avec la vieillesse, mais le fait qu'on vit, on se brûle des fois au travail, on fait plein de choses, puis des fois on se dit, ben voyons, mes journées sont passées où? Mais on arrive toutes au même mur, mais on sait juste pas quand et à quel âge, tu sais, je veux dire, on finit toutes par mourir, tu sais, je veux dire, c'est inévitable. Mais on a cette tendance à se faire des chimères, puis à essayer de se dire, ben là, ce temps-là que j'ai, il faut que je le meuble à 100%, il faut que j'ai une grosse carrière, il faut que je m'accomplisse, il faut que je passe à l'immortalité, il faut que mon nom soit connu, il faut que j'ai mon 10 minutes de gloire, comme ça, quand je vais mourir, il y a une partie de moi qui va rester. On a cette espèce d'obsession de rester, même après notre mort, peu importe de quelle manière. Tu sais, c'est pas disparu, en fait, cette espèce d'obsession. Je trouve qu'elle est même beaucoup plus grande. Plus présente. Oui, quand tu regardes
garde ça parce que c'est vrai on n'aime pas parler de la mort. On n'aime pas... Ça dépend des cultures, mais en Occident en particulier, c'est pas le sujet qu'on préfère. Ça n'a pas toujours été tabou. J'ai l'impression que selon les années, tu sais, on a déjà été beaucoup plus proche de la mort, là. Et quand tu vivais des guerres, puis que t'enterrais plein de monde, quand il y avait des épidémies, justement, mortelles, pense à la grippe espagnole, où on parlera de la peste dans un autre épisode. Je veux dire, quand tu côtoies la mort de très, très près et par centaines, que, je veux dire, les gens meurent en grande quantité, c'est sûr que là, elle devient omniprésente. Nous, on vit à une époque où on n'a pas vécu de grands drames, nécessairement. Tu sais, je veux dire, là, la pandémie nous a comme montré que la vie était capable, des fois, de dire, tes plans, là, fuck it. Je vais te les bouleverser sur un temps record. Bon, avoue qu'on est des générations qui n'avaient pas beaucoup vécu des choses comme ça, contrairement peut-être aux générations précédentes. Fait que, même si la pandémie nous rappelle pas tant qu'on est mortel, elle nous rappelle que la nature peut réussir, même en 2021, malgré notre technologie, malgré tout, à arrêter complètement nos vies et à les transformer, parce que c'est ce qui est en train d'arriver pareil. Puis quand on parlait de mythe d'immortalité et tout, tu sais, on avait déjà effleuré le sujet de, par exemple, la pierre philosophale qui est supposée te donner l'immortalité, ou les alchimistes qui travaillaient beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ben, dans les plus anciens qu'on a qui vont être peut-être, je dirais, pas contemporains de Gilgamesh, c'est un petit peu plus récent, c'est la Chine. La Chine qui, dans plusieurs tombeaux, parce que présentement, il y a beaucoup de fouilles archéologiques en Chine. Ils sont vraiment très actifs en archéologie présentement. Puis ils trouvent beaucoup de tombeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les tombeaux de princes, dans les tombeaux, pas nécessairement d'empereurs, mais de la noblesse chinoise de différentes époques, en fait, surtout de l'Antiquité, on va trouver du mercure dans des petites bouteilles, ou on va trouver des traces de mercure dans ce qui semble être des espèces de vieux gâteaux séchés, ou des trucs comme ça. On est comme, voyons, quantité de mercure, qu'est-ce que c'est ça? Parce que le mercure est encore là aujourd'hui. On est capable de le quantifier. De le détecter. Oui, c'est ça. Et ben, ça ramène toujours à cette idée que pour les Chinois, le mercure était l'élixir de l'immortalité. C'est lié aussi au premier empereur de Chine qui se disait, moi, je mourrai jamais, mais il n'y a pas que lui qui avait cette pensée-là. D'ailleurs, on a trouvé, il y a peut-être 3 ans, c'est avant la pandémie, fait peut-être 3 ans, un tombeau super imposant, qui faisait 210 mètres dans la province du Henan, en Chine, qui datait du 1er siècle avant notre ère, OK? Donc, on est à l'époque de Cléopâtre, on est à l'époque de Jules César, pour vous situer dans le monde plus occidental, à l'époque des Gaulois et tout ça. Et c'est un tombeau qui a appartenu à un homme de haut rang, mais qui n'était pas un empereur, qui n'était pas nécessairement un prince, donc c'était peut-être plus un fonctionnaire, en fait, royal, on pourrait l'appeler comme ça. Et dans son immense tombeau, 210 mètres, là, c'est quand même pas un petit tombeau. Oh oui, c'est plus grand que chez nous, là. Et il était prêt à partir avec beaucoup de stock. Ils ont trouvé une jarre en bronze et l'homme miracle, il y avait un liquide jaunâtre à l'intérieur qui s'était pas complètement évaporé, ce qui est assez rare. Et ça n'a pas été long. Aussitôt qu'ils ont fait des analyses en laboratoire, ben, ils ont compris ce que c'était. Mais au départ, les archéologues vont le sentir. Ils trouvaient que l'odeur laissait penser peut-être un peu à du vin. Et là, ils ont réalisé que c'était plus un mélange qui était déjà connu parce que l'alchimie, là, cette idée de travailler avec les métaux pour créer un élixir d'immortalité ou éventuellement transformer du plomb en or, ça vient de la Chine avant l'Antiquité médiévale. Les Chinois avaient déjà des traités de ce qu'on pourrait appeler de l'alchimie en ce sens-là. Et ils avaient cette recette d'un élixir d'immortalité qui était un mélange de nitrate de potassium et de sulfate d'aluminium, mélangé des fois avec du mercure. Un beau cocktail. Tu sais, c'est très métallique, c'est très poison. Quand tu penses à ça. Mais c'est la première fois là, que dans les dernières années, plutôt que de trouver juste du mercure, on a trouvé ce mélange, en fait. Surtout, ici, ce qui restait, c'était le nitrate de potassium, sulfate d'aluminium avec une petite trace de mercure. Et ça a été analysé en laboratoire et tout, sauf qu'on ne sait pas, ça a-tu été consommé? Est-ce qu'ils l'ont apporté avec eux dans l'espoir que leur vie après la mort dure pour l'éternité aussi? Parce qu'il peut avoir cette pensée-là derrière. On le sait pas. Mais je veux dire, ça surprend pas tant que ça parce qu'on a des traités, comme je te disais, d'alchimie, entre autres des traités taoïstes du 1er siècle avant notre ère. C'est parmi les plus anciens où on parle de ces recherches-là en alchimie, où on pense que si on est capable de travailler avec les métaux et de transformer leur nature, on peut obtenir un élixir qui va permettre d'allonger la vie au minimum. Fait qu'on essaie de fondre les métaux avec leur point de fusion, de les mélanger, mais cette fois-ci, on fait pas des alliages pour faire des épées ou quoi que ce soit. On veut les garder liquides pour qu'ils soient consommés.
consommer. Et c'est sûr que ils ont essayé d'autres choses. Tu sais, l'or, ingérer de l'or, là. C'est de là qu'est né le Goldschlager. Peut-être pas. Mais l'or, tu sais, je veux dire, tu peux aller des fois dans des banquets et tout ça, puis il y a de la feuille d'or sur des ou de la poudre d'or. C'est que l'or est le seul métal qui est inaltérable. Fait que même si tu l'ingères, il peut pas te rendre malade parce qu'il change pas de composition. C'est pour ça que c'est le métal qui est associé au Dieu, qui a toujours été associé à une grande valeur. Même encore aujourd'hui, c'est une valeur refuge des marchés boursiers. C'est que l'or, contrairement à l'argent, contrairement au cuivre ou à d'autres métaux, ne change jamais, jamais, jamais. Qu'il soit au contact avec l'air, qu'il soit au contact avec de l'eau, ça rouille pas s'il est pur, ça ne change jamais de consistance et donc ça ne peut pas contaminer le corps. C'est pour ça que les pacemakers, les fils, puis tout ça, c'est fait avec des feuilles d'or parce que là, il y a l'acidité dans le corps. Faut pas qu'on rende la personne malade en lui implantant un appareil. Donc, on va utiliser l'or beaucoup dans ces contextes-là. L'or a souvent été ingéré en se disant, ben, tu sais, comme c'est un métal qui ne perd jamais justement de sa consistance ou de son apparence, ben, tu sais, si on en ingère, nous autres aussi, tu sais, on va rester éternel. C'est tellement drôle les liens qu'ils faisaient, puis tu sais, les amalgames, puis le raisonnement qu'il y avait, parce qu'aujourd'hui, personne se dirait, je vais manger des croquettes d'or, puis je vais vivre éternellement, là. Attention! Oh. Ouais, il y a des fois des gens très très riches qui se disent que s'ils ingèrent un peu d'or à tous les jours, ils vont vivre plus vieux. Mais là, t'as trop d'argent. T'as trop d'argent, effectivement. Je sais pas si Elon Musk se fait peut-être pas un petit drink avec... Je vais lui demander. Il m'a le texté après l'épisode. On vous revient là-dessus. Avec un peu d'or. Mais c'est ça. Donc, en Chine, je dirais avant les alchimistes, bien avant Nicolas Flamel et les alchimistes qu'on pense même à l'époque de nos philosophes des Lumières, où on était encore là-dedans, ils avaient un peu d'avance, je dirais, sur ces transformations des métaux en se disant qu'on allait peut-être vivre plus vieux. On sait qu'on a mélangé de l'or avec des herbes pour les ingérer ou du cinabre avec du miel. Tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est comment accélérer ta mort sans t'en rendre compte. Et on en avait parlé, mais King Xuan, premier empereur chinois, ben, tu sais, je veux dire, il voulait tellement pas mourir qu'il ingérait, tu sais, des petits gâteaux à base de mercure parce qu'on était convaincus que le mercure pouvait allonger la vie. Donc, ça, c'est quand même assez particulier. Puis, il y a même un empereur, on est rendu à l'époque de la dynastie Ming. Là, on est rendu, là, les Ming... on parlait de la Grande Muraille aussi, donc la dynastie Ming, on est au 16e siècle, mais l'empereur Cheching, ouais, c'est ça. Lui, on sait qu'il est mort d'un empoisonnement au mercure. Donc, on était rendu tellement loin dans le temps, c'était 1500 ans plus tard après le premier empereur, mais il y avait encore des empereurs qui consommaient du mercure, très probablement dans l'espoir d'allonger la vie. Donc, on a une preuve d'un empereur Ming qui est mort empoisonné par une ingestion, en fait, de mercure. Je veux revenir parce que tu as nommé Nicolas Flamel aussi. Nicolas Flamel, c'est pas juste une personne dans Harry Potter, là. Il a véritablement existé. Il a véritablement existé. Je savais que t'allais faire ce lien-là, c'était yes! J'ai plugué Harry Potter! Mais dans Harry Potter, des fois, il y a de l'histoire, il y a de la vraie histoire, et c'est le cas pour Nicolas Flamel. Nicolas Flamel qui a vécu dans les années 1340, mais il a vécu quand même longtemps, donc jusqu'au tournant peut-être des années 1410. Il faudrait que je vérifie. Attends une seconde, je peux même faire une mini-vérification. 1418. Donc, qui est, une époque où ça brasse politiquement et géopolitiquement parlant partout en Europe, mais surtout en France. Et oui, il a existé. On sait en fait qu'au départ, c'est un homme qui faisait des investissements immobiliers dans la paroisse Saint-Jacques. Tu sais, je veux dire, on est vraiment à Paris, on est en France. On le trouve dans les archives parisiennes. Il y a souvent ses initiales, FN. Il est facile à trouver, il existe. Là, tu sais, je veux dire, il n'est pas mythique ici. Il est vraiment un personnage, tu sais, qui a laissé des traces dans les archives, justement parce qu'il faisait des investissements et tout ça. C'est un homme, donc, qui avait des moyens financiers. Quand tu es dans les investissements immobiliers, ça veut dire que t'es relativement bien nanti aussi. Il y a des gens qui ont toujours dit, il est riche parce qu'il a trouvé le moyen de transformer les métaux en or. Donc, cette idée qu'il avait peut-être réussi à faire la fameuse alchimie, avait-il découvert le secret de ce qu'on appelle la fameuse pierre philosophale qui aurait permis donc de transformer des métaux moches
peu noble en or. Mais la pierre philosophale, l'idée qui était alchimiste, c'est un mythe qu'on va développer beaucoup plus au 17e siècle, où on va se réintéresser à l'alchimie à l'époque des philosophes des Lumières et tout ça. C'est là où on va ramener Nicolas Flamel et cette idée qui aurait peut-être été le premier à y arriver. On va même un moment donné voir au 17e siècle des livres d'alchimie apparaître avec son nom comme auteur, mais le problème, c'est que le gars, il était mort depuis vraiment longtemps quand le livre a été imprimé, parce que dans le fond, Nicolas Flamel a vécu à une époque où l'imprimerie n'existait pas. Donc, c'est comme impossible. À moins qu'il ait vécu tout ce temps. Mais oui, voilà, pourquoi pas. Il y a une part de mythe dans Nicolas Flamel qui a été créée de toutes pièces à une époque où on serait intéressé à l'alchimie, je te dirais. Mais il était intéressé par l'alchimie, ça on le sait. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui était plus intéressé par une quête philosophique. Donc, on sait que Nicolas Flamel a fait le pèlerinage de Compostelle. C'est là qu'il serait peut-être entré en contact avec des Juifs qui, eux, interprétaient la Kabbale. Bon, la Kabbale, on entre dans des textes juifs qui sont un petit peu plus ésotériques, tu sais, de ce côté-là. Madonna s'intéresse à la Kabbale, d'ailleurs. J'osais pas le dire, mais oui. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais moi, je suis toujours là pour faire les références à la pop culture. Je suis toujours là pour ça. Nicolas Flamel s'intéresse un peu à la Kabbale. Il veut l'interpréter, tu sais, mais il est dans une quête peut-être un peu plus philosophique, mystique. Lui puis sa femme, Dame Pernelle, qui a un très beau nom, parce que les prénoms du Moyen-Âge, il y en a des terribles, mais Pernelle, c'est quand même pas si mal. Ils veulent comprendre, alors qu'ils sont sur le pèlerinage de Compostelle, tu sais, certains symboles de la Kabbale qui ont l'air bien mystérieux. Et la légende dit que Nicolas Flamel aurait rencontré un vieillard en chemin qui pouvait l'aider et qui lui aurait raconté les secrets de l'alchimie. Et donc, dans le mythe de Nicolas Flamel, qui est plutôt un investisseur immobilier, dans la réalité, il y aurait, avec sa femme, Dame Pernelle, fait plein de recherches à partir des informations que le vieillard leur aurait racontées pour réussir à changer le plomb en or. Et Dame Pernelle va survivre à Nicolas Flamel, ça c'est vrai, on l'a dans les archives, et il y a beaucoup de gens qui vont dire au 17e siècle, ben, elle a survécu plus longtemps parce qu'elle a fini par trouver le secret de la pierre philosophale. Comment je pourrais dire ça? C'était une façon de dire aux gens, ben, continuez vos recherches au 17e siècle, c'est possible, il fallait qu'on ait une motivation. Et donc, Nicolas Flamel est comme devenu le père de l'alchimie sans vraiment être le père. Non, c'est ça, il n'a rien demandé. Les Chinois étaient peut-être plus les pères de l'alchimie, je te dirais, de ce côté-là. Mais c'est sûr que ça va avec d'autres. On est à une époque, il a vécu à une époque quand même où cette espèce de fascination pour la jeunesse éternelle était déjà là. Tu sais, c'est l'époque des croisades aussi, on est vers la fin par contre, là, mais il y avait eu les croisades, on commence à voyager vers des mondes étrangers, tu sais, ce contact-là avec le Moyen-Orient. Pour l'Europe, ça a quand même bouleversé beaucoup de choses. C'est des croyances différentes, c'est des cultures différentes. Le Proche-Orient est beaucoup plus lié à l'Orient aussi. Donc, tu sais, on est entré en contact avec beaucoup de choses. Et c'est là qu'on va même entendre parler de l'existence d'une source d'eau magique qu'on appelle la fontaine de Jouvence. Bon, on n'a jamais su ce qu'elle était, cette fameuse fontaine de Jouvence. Est-elle au Proche-Orient? Est-elle en Asie? Est-elle dans les Caraïbes? Parce que les Arawaks, qui étaient les habitants d'origine d'Haïti, qui ont été exterminés à l'époque de Christophe Colomb, avaient eux aussi un mythe similaire qui ressemblait à la fontaine de Jouvence. Donc, c'est un petit peu, comme je te dis, c'est universel, cette espèce d'idée qu'à un moment donné, il existe un secret pour vivre plus vieux, même chez des populations autochtones qui n'ont jamais eu de contact avec Nicolas Flamel ou avec, avec les croisades. Mais c'est ça, mais il y a comme plein d'idées qui, tu sais, on dit souvent là que les idées sont dans l'air, tu sais, que tu peux avoir une idée, mais quelqu'un à l'autre bout de la planète peut avoir la même idée juste parce que c'est dans l'air du temps. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, la fontaine de Jouvence. Tu sais, ça me fait penser, et là je m'en vais complètement ailleurs là, mais ça me fait penser au phénomène du Yéti. Tu sais, le Yéti, il y en a sur chaque continent. Ils s'appellent pas de la même façon. T'as le Yéti, t'as le Chupacabra en Amérique latine, t'as j'oublie les autres noms, là, mais tu comprends, ce mythe de l'homme singe super grand, géant, qui habite dans la forêt, puis qui est comme le dernier de son espèce, mais ça existe partout. Et je suis certaine que les gens se sont pas parlé entre eux au moment où ces mythes-là ont été créés, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec, comme tu dis, la fontaine de Jouvence puis tous ces mythes-là. Ah oui, ben c'est souvent une façon de se dire, tu sais, quand tu commences à réfléchir
à la mort, à l'immortalité, mais tu réfléchis pas juste à ta mort, toi, en tant que personne. À un moment donné, il y a toujours cette idée d'une crainte d'une forme d'apocalypse, tu sais, d'une disparition de l'humanité. Puis je veux dire, elle a toujours existé, cette crainte-là, qu'on soit éliminé complètement comme espèce, et que peut-être que nous, on vit aujourd'hui, mais qu'il y a eu un autre monde avant nous, dont il reste, justement, un monstre du Loch Ness, ou un, tu sais, c'est dans le même univers, tu sais. Ou l'Atlantide, j'imagine, là. L'Atlantide, c'est un peu différent parce que c'est plus Platon qui en parle comme une civilisation qui a été éradiquée par une éruption volcanique. Fait que, tu sais, c'est plus limité comme espace plutôt que l'humanité, mais il y aurait beaucoup de savoir, effectivement, selon Platon, que ce serait perdu à ce moment-là avec l'Atlantide. Mais alors que quand tu parles du Yéti ou des choses comme ça, tu sais, cette idée aussi on revient au mythe du déluge, que le monde peut être éradiqué complètement après une catastrophe naturelle. Qu'est-ce qui en reste après? Qui arrive après? Ça peut être assez universel comme réflexion. Fait que, tu sais, le Yéti, j'ai comme l'impression qu'il s'imbrique un petit peu dans cette espèce de volonté de penser qu'il existe un vestige d'une époque qui n'existe plus, qui est révolue, mais qui perdure, tu sais, quelque part. Vraiment, je vais en profiter pour plugger un autre balado dans notre balado. C'est, je le sais, sacrilège. Mais parce que c'est quelqu'un sur Facebook qui me l'a recommandé et je dois avouer que je le dévore depuis que je l'ai découvert. Ça s'appelle Dossier bizarre, donc dossier avec un S, bizarre avec un S, et ça s'intéresse à plein de trucs inexpliqués ou irrésolus. Fait qu'il peut autant avoir comme un meurtre qui a été commis en 1930 dont on n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Ils peuvent parler aussi des fois des pyramides, ils peuvent parler de l'Atlantide, ils peuvent parler... Non, je sais que les pyramides, ça a existé, mais ils s'intéressent aux théories qui sont venues. Evelyne me fait des gros yeux. Mais ils s'intéressent aux théories. Ils ont parlé du Yéti, ils ont parlé du village aussi, là, où tout le monde a disparu, Roanoke. Roanoke, oui, aux États-Unis. Exact. Donc, tu sais, ça s'intéresse, ça tire vraiment dans toutes les directions. Et il y a beaucoup de choses dont on a parlé qui, eux, ont vraiment consacré des épisodes complets d'1 heure là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller vous abonner à Dossier bizarre, mais aussi de continuer de nous écouter, là, comme aller les écouter après. Voilà, c'était ma plug. C'est correct? Ben, Evelyne, on va, je pense, terminer, ou il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur l'immortalité, sur j'ai de la misère à dire tout le temps. Je te jure. Gilgamesh. Sur Gilgamesh et sur l'immortalité, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Ben, il existerait en France un alcool qui serait aussi associé à l'immortalité. Donc, juste pour vous ajouter des éléments de recherche supplémentaires, si le sujet vous intéresse, on parle de la liqueur de Chartreuse. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non, jamais. On dit en fait que en tournant du 17e siècle, il y a en fait un marquis qui s'appelait François Annibal d'Estrées, si je ne me trompe pas. Il avait remis aux moines d'un monastère qui s'appelait la Chartreuse de Vauvert à Paris la recette d'un élixir de longue vie. Fait que tu vois, ça a toujours comme été un petit peu partout, qui est devenu la liqueur de Chartreuse, parce que c'est un alcool, c'est un digestif que tu peux consommer. Fait que si jamais tu veux vivre éternellement, ben tu peux boire un digestif qui s'appelle la... Et ça, on trouve ça à la SAQ, j'imagine? Oui, probablement pas dans toutes les SAQ, par contre, parce que en plus, ils appelaient ça de la liqueur de santé, parce qu'ils disaient que ça aidait à allonger la vie. Donc, l'idée aussi que l'alcool... Rappelons-nous aussi qu'à une certaine époque, ils prescrivaient des cigarettes, là, tu sais. Oui, quand tu penses au laudanum, c'était vraiment quel médicament... pour créer une dépendance et assommer quelqu'un. Mais donc, c'est ça. Si vous voulez vous rapprocher le plus possible de l'histoire de la quête de l'immortalité, vous pouvez toujours commander de la liqueur de Chartreuse et vous aurez touché un brin d'histoire de la quête de l'immortalité. Ben écoute, Evelyne, merci énormément. J'espère qu'on n'a pas tant parlé de Gilgamesh, par exemple. Hein? Ben on le fait, oui, mais c'est que un moment donné... Il n'y a pas tant de choses à dire sur quelqu'un qui n'a pas existé, là. Je peux pas lire le poème au complet. Ça aurait été malade. Juste l'épisode, tu lis le livre au complet. Donc, ben, Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé tes connaissances. Mon grand plaisir! Et merci à vous à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye! Au revoir!